Alors bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on vous parle du xylitol, qui est également connu sous le nom de sucre de bouleau et qui se trouve sous forme d'alcool et de sucre naturel dans de nombreux fruits, légumes et également des écorces d'arbres. Alors, l'extraction du xylitol est assez complexe via le sucre de bois, le xylose. C'est du bois qui va être finement coupé et mélangé à de l'eau. Cette masse bois-eau va être ensuite purifiée et filtrée jusqu'à ce que toutes les autres substances soient complètement séparées du xylitol. Alors, il a un pouvoir sucrant légèrement inférieur à celui du sucre raffiné, mais n'influencerait que très légèrement les taux de glycémie. Alors, ce sucre conviendrait très bien aux personnes diabétiques, la valeur glycémique n'étant que de 7 sur une échelle qui, vous la connaissez, va jusqu'à 100. Alors, je dois bien avouer que quand Amine m'a proposé ce matin ce sujet, j'étais assez interpellé et j'ai mieux compris quelques phrases après quand il m'a dit qu'il avait publié une étude là-dessus. Alors, bonjour Amine. Euh, Tout d'abord, avant de parler du xylitol, est-ce que tu peux nous parler des différents édulcorants intenses? Bonjour, bonsoir Cédric et tout le monde. Effectivement, on a deux types, globalement, si on veut une classification à la louche, on a deux types d'édulcorants. On a les édulcorants intenses Mhm. qui souvent ne sont pas des sucres en réalité, contrairement par exemple au xylitol ou à d'autres sucres, d'autres types de sucres sous-type de ce qu'on dit édulcorant moins intense ou édulcorant faible. Mhm. Donc, au niveau des édulcorants intenses, on a bien entendu le goût sucré, mais il ne s'agit pas de sucre. Donc, ça, en tout cas, en théorie, l'avantage de ne pas induire l'insuline Mhm. et donc de ne pas impacter du tout la synthèse d'insuline ou le pancréas. Alors, il y a bien entendu des exceptions et il y a aussi un débat là-dessus parce que certains édulcorants intenses, à la longue, euh, c'est pas encore complètement prouvé. Encore une fois, c'est des études chez l'animal, mais à la longue, apparemment, certains édulcorants pourraient, comme l'aspartame, pourraient induire ou favoriser ou augmenter le risque de diabète type 2. Mhm. Mais globalement, en théorie, c'est censé être ça. Donc, on a des protéines ou des peptides ou des dipeptides qui ont un goût sucré qu'on pourrait utiliser comme édulcorant. Et puis, on a les édulcorants faibles qui sont eux-mêmes des sucres en réalité, mais des sucres qui sont, en termes de forme moléculaire, qui sont différents du glucose ou des dérivés de glucose qui sont des isomères de glucose, comme par exemple le Mhm. galactose ou comme le fructose. Euh, et donc, parmi ces édulcorants intenses, qui sont en réalité les plus connus par rapport aux édulcorants faibles, on a l'aspartame qui est très connu, Mhm. qu'on trouve dans les canettes de boissons gazeuses, dans les produits agroalimentaires divers et variés qui sont destinés pour des patients qui ont des problèmes au niveau du métabolisme du glucose. Donc l'aspartame qui, lui, est un dipeptide. Et pour vous donner une idée sur l'effet ou le pouvoir sucrant de ces molécules-là, de ces édulcorants intenses, on a donc par rapport à l'aspartame un pouvoir qui est 200 fois plus, un pouvoir sucrant qui est 200 fois plus sucrant que le saccharose. Le saccharose ici étant on va dire le témoin. Il y a aussi un autre édulcorant qui s'appelle le cyclamate. Mhm. Pareil, donc 30 à 40 fois plus de pouvoir sucrant que le saccharose. On a un autre dipeptide, le néotame par exemple, celui-là est beaucoup moins connu, mais il a un pouvoir sucrant, tenez-vous bien, 7000 à 13 000 fois plus que le saccharose. Donc, et ici, quand je vous donne le pouvoir sucrant, c'est en réalité à quantité égale avec le saccharose. Mhm.
Voilà. Donc, il y a aussi l'acésulfame K, ou connu donc, sous le nom d'acésulfame K ou acésulfame de potassium. Pareil, donc même pouvoir sucrant que l'aspartame. Un autre dipeptide également, l'alitame aussi, qui a un pouvoir sucrant de 2000 fois plus que le saccharose. La saccharine, par exemple, aussi. La saccharine est un produit chimique, en fait, qui est produit ou qui a comme précurseur le méthylbenzène et qui a comme pouvoir sucrant aussi 300 à 500 fois plus que le saccharose, etc., etc. On a aussi une association de l'aspartame et de l'acésulfame, par exemple, qui a aussi un pouvoir sucrant de 150 fois plus que le saccharose, le sucralose, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas d'édulcorants intenses ou d'édulcorants forts qui ont ces pouvoirs sucrants. Et comme je vous disais, théoriquement, ça a cet effet intéressant, du moins théoriquement, de ne pas induire l'insuline. Par contre, ces édulcorants intenses ont apparemment beaucoup d'effets secondaires. C'est ça qui rend, on va dire, ces édulcorants intenses plus ou moins dangereux. Il y en a certains, comme par exemple la tomatine avec THAU, okay, qui n'a rien à voir avec la tomate, mais qui est un édulcorant protéique. C'est une protéine en réalité qui a 2000 à 3000 fois plus de pouvoir sucrant que le saccharose, qui, elle, est plus ou moins, apparemment, à ce qu'on sait maintenant, pas très dangereuse, mais pour le reste, en général, il y a beaucoup d'effets secondaires et beaucoup de répercussions sur la santé sur le long terme, apparemment, selon la quantité d'études qu'on a actuellement. Et je dirais qu'on n'a pas beaucoup d'études là-dessus. Et même en termes de qualité et méthodologiquement parlant, les études sont souvent faites chez l'animal ou des études in vitro, rarement des études chez l'humain. Alors, justement, tu nous parles de toxicité. La question, forcément, c'est quels sont les types de toxicité qu'il peut y avoir en prenant ça? Et Alors, avec quel produit, évidemment. oui, alors ici, bon, il y a tout un tas de choses par rapport qui sont publiées par rapport à l'aspartame, par rapport au cyclamate, saccharine, acésulfame et ainsi de suite. Je vais vous donner par exemple des exemples sur l'aspartame. C'est bien connu que, parce que l'aspartame étant un dipeptide qui contient du glutamate, vous savez que le glutamate est un acide aminé neurotransmetteur qui est excitateur par opposition au GABA. On en avait parlé lorsqu'on avait fait la vidéo sur le GABA. Et donc, il induit surtout, donc les symptômes en général sont plus présents chez les enfants que chez les adultes, bien que même chez les adultes, on les retrouve aussi. Et comme je vous disais, ce n'est pas des études chez l'humain qu'on a le plus, c'est plus des études chez l'animal, mais aussi l'observation empirique et des rapports de médecins et de cliniciens mentionnent justement qu'on peut avoir un risque plus important d'hyperactivité, par exemple, ou des troubles de l'humeur en consommant des quantités importantes d'aspartame, comme on voit par exemple les enfants, les adolescents et même les adultes qui consomment des quantités importantes de boissons riches en aspartame, parce que ça a un goût un peu particulier. Ce goût-là, en général, on s'y habitue. Et c'est parmi les composants qui font qu'on s'habitue à ce type de boisson ou ce type d'aliments et on en consomme des quantités importantes. Mis à part ces problèmes d'hyperactivité, troubles de l'humeur, etc., on a le diabète type 2, par exemple. Là, on a des études chez l'humain qui montrent cela. On a aussi quelques études chez le rat qui montrent que ça augmenterait le risque de tumeur du cerveau et de différents types de cancers aussi, etc., etc. On a jusqu'à maintenant 167 effets secondaires dus à une consommation prolongée et excessive d'aspartame. Donc, ça, c'est par rapport à l'aspartame. Et puis, pour tout le reste, pour vous dire, par rapport aux édulcorants en général, et surtout les édulcorants intenses, la problématique de la cancérogénicité est toujours présente.
La plupart du temps, la plupart des édulcorants que j'avais cités juste avant sont connus pour avoir un effet cancérogène, du moins chez l'animal. Parce que, comme je vous disais, on a très peu d'études chez l'humain. La saccharine, par exemple, le cyclamate qui aussi peut être lié à un risque plus élevé de cancer. Encore une fois, il faut plus de preuves scientifiques et d'études chez l'humain, mais jusqu'à maintenant, les données qui sont à notre disposition actuellement montrent que ça pourrait augmenter les risques de cancer. Si ça le fait chez l'animal, je ne vois pas pourquoi ça ne le fait pas chez l'humain aussi. Et donc, pour le cyclamate, on remarque aussi des problèmes d'atrophie testiculaire. Donc, ça joue un rôle aussi de perturbateur endocrinien. On a aussi l'association dont j'avais parlé juste avant, donc les sels d'aspartame acésulfame, donc une combinaison d'aspartame et d'acésulfame qui sont cancérogènes. Okay. Et qui sont reconnus par l'ARTAC comme cancérogène sûr. Très probable en tout cas. Oui, c'est une association de thérapie anticancéreuse qui est en France en fait. C'est l'association, je me souviens plus, mais en tout cas, association de recherche thérapeutique anticancéreuse. On a aussi donc, on peut dire que parmi les édulcorants intenses, celui qui pose le moins de problèmes, c'est la tomatine. Donc là, on peut avoir des effets laxatifs, parfois assez rarement des allergies, mais pour l'instant, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de problème de cancérogénicité associé ou d'autres problématiques associées à la consommation de la tomatine. Peut-être qu'il faut un peu plus d'études là-dessus, mais de toute façon, il faut plus d'études sur ce type d'édulcorants. En tout cas, c'est des édulcorants de très mauvaise qualité à ne pas consommer en quantité importante et sur le long terme. Ça, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Et de toutes les façons, en général, les édulcorants, il ne faudra pas les consommer à des quantités importantes, quels qu'ils soient. Il faut les utiliser en réalité comme une sorte de phase de transition, en fait, qu'on fait quand on a une personne qui veut se débarrasser des sucres mais qui n'y arrive pas. On peut remplacer une partie de ces sucres ou la totalité de ces sucres par un édulcorant de bonne qualité comme le xylitol, par exemple, et de répartir ça, d'échelonner ça sur le temps, sur 3 mois, par exemple, voire sur 6 mois maximum, et de diminuer le dosage ou la quantité de xylitol prise régulièrement. Toutes les semaines, on diminue, jusqu'à l'enlever complètement. En fait, il faudrait voir les édulcorants de cette façon, c'est-à-dire non pas comme quelque chose qui va remplacer le sucre, mais plutôt quelque chose qui va permettre de se débarrasser du sucre et d'opérer une sorte de réhabilitation, de rééducation du goût sucré. Et ça, c'est dans tous les cas, quel que soit le type d'édulcorant. Oui, et donc on le constate dans chaque boisson maintenant, dans beaucoup de boissons, et on a les experts, là, la petite canette rouge avec son Père Noël en période et son caca light. On constate vraiment les dégâts que ça peut faire. Je pense que toutes les études peuvent le prouver, enfin peuvent le montrer. Alors justement, puisque les plus connus sont toxiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je suppose que du coup, c'est là où se trouve toute la place du xylitol. Justement, bon, on peut avoir d'autres choix par rapport aux édulcorants faibles, mais je pense que le xylitol est le meilleur d'entre eux. Comme tu avais bien précisé au début, on avait publié une étude là-dessus sur le xylitol, sur le métabolisme du xylitol, les bienfaits du xylitol, etc. Et même on a parlé aussi de certains effets secondaires qu'il peut y avoir par rapport au xylitol. Je pense qu'on en parlera après. On en parlera après, oui. Voilà. Et donc, pourquoi le xylitol? Parce que c'est le seul édulcorant qui peut présenter, non pas, on ne parle pas ici uniquement de son effet édulcorant, mais ça va de soi, c'est le seul édulcorant
qui peut présenter des bienfaits pour la santé. Donc, le xylitol, tout d'abord, c'est un sucre-alcool. Il appartient à ce qu'on appelle le groupe qu'on appelle les polyols, qui est, en fait, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est un FODMAP en réalité. Okay, c'est comme le mannitol, par exemple. Bon, en général, l'érythriol, etc. En général, c'est des molécules dont l'appellation se termine par ol ou iol. Et là, c'est des sucres alcools en réalité. C'est des pentoses, en fait, des sucres à 5 carbone, et qui ont un pouvoir sucrant qui est plus ou moins équivalent au saccharose, voire inférieur au saccharose. Pouvoir sucrant en termes de goût. Okay, parce qu'en termes de calories, par exemple, pour le xylitol, on est en dessous de ce que pourrait apporter une molécule de glucose. Par exemple, un gramme de glucose apporte 4 kilocalories, ça c'est bien connu. Un gramme de xylitol apporte 2,4 kilocalories, donc ce qui est largement inférieur, c'est à peu près la moitié, plus ou moins. Donc ce xylitol, pourquoi en fait il a ce pouvoir édulcorant? Parce qu'il se fixe, bien entendu, sur les récepteurs du goût, qui donnent le goût sucré, et il donne donc ce goût sucré sans pour autant induire de façon très importante l'insuline, sans pour autant induire un pic d'insuline important. Bon, il induit la production d'insuline, ce qui est tout à fait normal, c'est un sucre, okay, mais pas autant que le glucose. Et en même temps, donc, il régule très bien la glycémie. Donc, le fait d'utiliser le xylitol, ça permet de réguler la glycémie et de ne pas avoir trop de glucose dans le sang et donc de ne pas provoquer une surproduction d'insuline. Donc, ça, c'est, on va dire, globalement, grosso modo, pour ne pas rentrer trop dans les détails, le mécanisme d'action du xylitol sur, en tout cas, la glycémie, donc le métabolisme du glucose. Mis à part cela, le xylitol, mis à part ce mécanisme-là, le xylitol peut avoir différents autres bienfaits. Donc, des bienfaits sur la santé qui sont d'ordre général et d'ailleurs qui ne sont pas forcément en relation avec le métabolisme du glucose. Et puis, il faudrait bien savoir aussi que le xylitol existe naturellement dans les aliments en réalité, hein, en quantité pas très importante, mais ça existe puisqu'en fait, un type de cellulose qu'on appelle l'hémicellulose est le précurseur en réalité du xylitol. Il y a certains types d'hémicellulose qui contiennent en leur sein du xylitol. Lorsqu'ils sont dégradés notamment par les bactéries du microbiote, on obtient en partie du xylitol. Ce n'est pas des quantités énormes, mais c'est obtenu justement par détoxification microbienne. Je ne parle pas ici de la détoxification hépatique, mais détoxification microbienne. On obtient de certains types d'hémicellulose, du xylitol notamment. On peut l'obtenir aussi par purification. Donc, on utilise toujours le même précurseur, l'hémicellulose à xylitol, par purification. Et là, c'est du xylitol chimique. Qui est en fait la même chose que le xylitol qu'on obtient par détoxification microbienne. Donc, c'est les mêmes molécules, en fait. Ce qui indiquerait que le corps reconnaisse plus facilement le xylitol qu'un autre sucre pour pouvoir le traiter. Exactement. Le corps a l'habitude les personnes qui prennent des fruits, des légumes, régulièrement, ils obtiennent toujours une partie de xylitol qui est absorbée et qui donne tous les effets métaboliques que j'avais expliqués et d'autres effets métaboliques aussi. Oui. Si tant est que le volume ne soit pas trop large, trop grand. Si tant est qu'on ne prenne pas trop de xylitol. Bien entendu, je suppose que exactement. Tu nous parlais justement des bienfaits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les bienfaits que ça peut apporter? Exactement. Ce qui est le plus étudié par rapport aux bienfaits du xylitol, c'est justement son effet et ses bienfaits sur la sphère bucco-dentaire. Donc, il diminue notamment la gingivite. En tout cas, le risque de gingivite, ça prévient la gingivite, mais quand on l'utilise aussi chez les patients qui ont des gingivites, des parodontites, des périimplantites
toutes ces problématiques-là, ça améliore la situation au bout de quelques semaines, quelques mois, en fonction de l'état de dégradation des dents. Ça diminue aussi ou ça diminue le risque ou ça prévient les caries dentaires. Et en fait, tous ces effets-là qu'on a donc, par rapport au xylitol au niveau de la sphère bucco-dentaire, c'est dû au fait que ça améliore la composition du microbiote au niveau oral et apparemment aussi au niveau, donc pas uniquement oral, c'est-à-dire bucco-dentaire, mais aussi au niveau intestinal et au niveau nasopharyngé aussi. Mais ça part en réalité du microbiote bucco-dentaire. Donc, quand il y a inhibition de certaines bactéries pathogènes comme Streptococcus mutans, par exemple, qui est bien connu pour les problématiques de développement de caries dentaires, de parodontite, etc. Donc, il y a inhibition ou diminution de la prolifération de ce type de bactéries. Une étude, par exemple, oui. Et donc, je pourrais en conclure qu'il serait utile de faire des bains de bouche au xylitol? Ça pourrait être ça, oui. Ou il y a aussi des chewing-gums au xylitol, enfin, des bonbons au xylitol, etc., surtout pour les enfants. Alors, je pense qu'on en parlera après par rapport à l'excès, mais en tout cas, le xylitol est le seul sucre-alcool édulcorant faible qui a ses effets et ses bienfaits et ses bénéfices par rapport à la cavité bucco-dentaire. Donc, ça améliore, mis à part cela, ça améliore aussi la reminéralisation dentaire et osseuse aussi. Donc, ce qui est très intéressant. Au niveau de l'os, c'est plutôt par rapport, bon, au niveau dentaire, on a compris, ça inhibe la formation de la plaque dentaire. Et de cela, donc, ça améliore la santé des dents, mais au niveau de l'os, ça améliore apparemment, on ne sait pas comment et pourquoi, mais ça améliore la production de collagène, ce qui améliore la résistance de l'os et la trame osseuse déjà. Oui. Comme je vous disais, par rapport aussi au microbiote, et là c'est surtout le microbiote intestinal, qui peut être amélioré par le xylitol. Et il y a aussi, bien entendu, puisqu'on l'utilise comme édulcorant, et comme je vous disais, ça a un effet modéré sur la stimulation de la production d'insuline et sur la glycémie. Donc là, ça a toute sa place dans le cas du syndrome métabolique. Donc, on a différentes études là-dessus, obésité, inflammation de bas grade, diabète type 2, etc. Donc là, c'est intéressant. Je ne dis pas maintenant que ça va résoudre toutes ces problématiques-là, bien entendu, on a compris, mais ça a toute sa place dans le cas du syndrome métabolique en général et surtout le diabète type 2, la résistance à l'insuline, d'autant plus qu'il a un index glycémique extrêmement bas. Son index glycémique, il est de 7, donc, ce qui est extrêmement bas, extrêmement faible. Donc, c'est, on va dire, les bienfaits principaux, du moins documentés ou très documentés du xylitol. Donc, je récapitule par rapport à la sphère bucco-dentaire, la santé bucco-dentaire, par rapport au syndrome métabolique et accessoirement par rapport au microbiote nasopharyngé, intestinal, bucco-dentaire et par rapport aussi à la solidité osseuse. Et alors, du coup, c'est plutôt, on peut imaginer de prendre ça comme un complément ou, enfin, t'imagines bien que tout ce que tu nous dis, en tout cas, moi, personnellement, ça perturbe un peu ma manière de penser. Hein. Tout d'un coup, j'apprends que bon, ça pourrait presque être un complément. Et est-ce que du coup, c'est là qu'est ma question, est-ce qu'on pourrait le considérer comme un complément et donc le prendre en tant que tel, 2 fois, 3 fois par jour, ou je ne sais pas comment, ou c'est simplement remplacer le sucre dans l'alimentation pour si tant est qu'on en mette. Parce que Oui. moi, je n'en mets pas. Mais... Alors, ce n'est pas forcément en complément parce qu'il est déjà utilisé comme additif alimentaire. Donc, il est utilisé comme additif alimentaire, soit dans les préparations de compléments alimentaires en poudre, par exemple. Oui. Là, on utilise le xylitol souvent. Ben, il y a d'autres aussi, mannitol, etc., mais qui sont beaucoup moins tolérés que le xylitol au niveau gastro-intestinal.
On l'utilise aussi tout simplement comme sucre pour remplacer le sucre de table. Euh, Comme additif alimentaire dans certains produits agroalimentaires, comme je te disais tout à l'heure, les chewing-gums, les bonbons et tout ça. Donc, c'est beaucoup mieux, en tout cas, quand on consomme des bonbons, c'est beaucoup mieux d'avoir des bonbons au xylitol que des bonbons au sucre de table ou à d'autres édulcorants qui sont, comme on l'a vu, donc toxiques. Donc, c'est comme ça qu'on l'utilise. Et on n'est pas maintenant obligé que tout le monde consomme du xylitol. On l'utilise quand on a besoin, quand on en a Oui. besoin, comme par exemple pour des enfants qui n'arrivent pas à se débarrasser des bonbons. On peut opérer, comme j'ai dit avant, une sorte de période de transition Mhm. et de la consommation extrême de produits sucrés, édulcorés, etc., avec des substances toxiques, vers quelque chose de plus naturel et puis diminuer progressivement jusqu'à enlever complètement ou garder une quantité infime. En tout cas, c'est ce que je disais, même par rapport à l'utilisation du xylitol, le mieux, c'est de l'utiliser comme un produit qui va permettre la transition Mhm. et qui va permettre de diminuer la sensibilité au sucre et l'attirance par rapport au sucre. Ça, c'est très, très important. On pourrait le combiner avec d'autres compléments alimentaires. Par exemple, dans le cas de dépendance au sucre, on a la Gymnema sylvestre, par exemple, qui peut servir à ça. On a d'autres choses, hein. Il y a le kudzu, par exemple. Il y a tous les Mhm. protocoles par rapport au déficit de sérotonine, par exemple, qui peuvent aider à maîtriser les compulsions Ouais. glucidiques. On peut avoir aussi des techniques d'imagerie mentale pour changer les préférences Mhm. alimentaires, surtout par rapport au goût sucré, etc. Il y a tout un tas de choses, il y a des protocoles complets dans lesquels le xylitol trouve sa place, bien entendu. Mhm. Alors, bah, comme pour tout produit, je suppose qu'il y a des précautions d'usage. Si oui, bah, quelles sont-elles? Ben, comme je disais auparavant, le xylitol est un FODMAP. Mhm. Il appartient, Oui. il y a plusieurs catégories de FODMAP. Quand on dit FODMAP, il ne faut pas oublier que le lactose est un FODMAP aussi, que le fructose est un FODMAP aussi, que les fructooligosaccharides sont des FODMAP. Hein, l'inuline, par exemple, qui est le prébiotique là, qu'on utilise souvent, ça, c'est un FODMAP aussi. Les galacto-oligosaccharides, euh, etc., le stachyose, le raffinose et tout ça, c'est l'arabinose, etc., ce sont des FODMAP aussi, y compris donc la catégorie des polyols dont fait partie le xylitol en tant que sucre-alcool. Donc, puisque c'est un FODMAP, on peut avoir certaines personnes qui pourraient être intolérantes au Mhm. FODMAP. Et encore une fois, l'intolérance au FODMAP, c'est pas toujours une intolérance à tous les groupes de FODMAP. En général, c'est un, deux, trois groupes de FODMAP et encore Mhm. dans ces mêmes groupes, on peut avoir une intolérance envers un sucre et pas envers un autre. Donc, certaines personnes pourraient avoir une intolérance au polyol, par exemple, et à ce moment-là, le xylitol pourrait provoquer des symptômes d'intolérance digestive, des diarrhées, des ballonnements, des douleurs au niveau abdominal, parfois de la fatigue aussi, quand il est pris en quantité qui dépasse la tolérance du tube digestif de ces personnes-là, qui est très basse. En général, on a toujours une quantité qu'on peut tolérer lorsqu'il s'agit d'intolérance digestive. Et il faudrait diminuer la quantité, voire l'enlever complètement, ou voire ne pas consommer du tout. Mais par contre, en termes de sécurité métabolique, en général, il est perçu comme très sécuritaire. On a une étude qui, bon, parmi d'autres, qui a testé donc la consommation de xylitol. Et donc là, on peut aller, je ne dis pas qu'il faut consommer cette quantité-là, mais en consommant 1,5 kg de xylitol par mois, on n'a pas observé d'effets secondaires sur une période de plusieurs semaines. Donc, c'est quelque chose qui est plus ou moins Mhm. sécuritaire. Donc, n'allez pas consommer non plus 1,5 kg de xylitol par mois. Mais vous avez compris, donc c'est pour vous donner une idée par rapport à
la sécurité de ce sucre. Mais comme je disais, chez certaines personnes, ça pourrait provoquer des troubles gastro-intestinaux, des troubles digestifs. À ce moment-là, on n'en prend pas ou on diminue la quantité, etc. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant par rapport aux précautions, et ça, ce n'est pas par rapport à vous, c'est-à-dire les spectateurs maintenant, ou par rapport aux humains, mais par rapport aux animaux, et surtout donc le chien. Le xylitol est extrêmement toxique pour le chien. Et on peut avoir même des décès par rapport à une consommation d'une petite quantité de xylitol. Donc, une quantité de 0,1 g par kilogramme de poids, je parle du chien ici, c'est une quantité qu'on peut trouver dans un chewing-gum, par exemple, ou un bonbon, voire on peut trouver beaucoup plus que ça dans un chewing-gum ou un bonbon. Cette quantité-là peut créer des problèmes très graves chez le chien. Et en fait, le mécanisme, c'est que le métabolisme du chien perçoit le xylitol, utilise le xylitol comme si c'était du glucose. Et donc, ça induit une augmentation d'insuline considérable, ce qui produit une hypoglycémie très importante, qui peut conduire, comme je vous disais, à la mort, au décès. Donc, s'il y a un conseil à donner par rapport au xylitol, c'est de ne pas laisser traîner des bonbons ou des chewing-gums ou des trucs qui contiennent du xylitol à la maison, que le chien les consomme et que ça provoque ce genre de problématique. Oui, effectivement, c'est quand même toujours bon de rappeler que le sucre est très toxique aussi pour les chiens, hein, même si on a cette fameuse tendance à imaginer un carré de sucre qu'on donne aux chiens. On le sait maintenant, c'est quand même quelque chose de très toxique. Islam qui nous pose la question de savoir où trouver du xylitol, ou plutôt dans quoi trouver du xylitol en quantité suffisante pour traiter des gingivites. Oh, mais le xylitol, comme je disais, il existe dans des fruits, par exemple, des fruits rouges, des framboises, etc. Il y a tout enfin, la plupart des fruits en contiennent en réalité. Tout ce qui contient de la cellulose peut contenir du xylitol, pas en tant que tel, mais en tant que précurseur sous forme d'hémicellulose, comme je disais, qui sera converti par le microbiote. Après, le xylitol existe sous forme de complément alimentaire. Ou de sucre qu'on trouve en paquet, en magasin bio, en paquet de sucre. Voilà. en paquet de sucre. Alors justement, comme ça, vous le savez, nous, on a une partie dans le laboratoire NRD, on a une partie food, et dans la partie food, on a des graines de chia, on a également du xylitol. Vous savez que vous savez en trouver chez nous, mais effectivement, on parle du xylitol ici à l'état général. Donc voilà, on sait le trouver en magasin bio sans aucun problème, évidemment. Sandrine qui nous demande le xylitol et cuisson. Donc effectivement, est-ce que le fait de cuire du xylitol modifie sa structure au point qu'il soit négatif ou plutôt positif ou pas de changement? Oui, ça diminue en fait, ça dénature le xylitol tout simplement. Donc le fait de le cuire, ça le dénature. Le mieux, c'est de ne pas le cuire, ou alors si vous avez des produits alimentaires qui contiennent du xylitol et que la personne n'est pas tolérante au xylitol, à ce moment-là, il faudrait, si on peut, les cuire ou les traiter à la chaleur, on peut le faire à ce moment-là pour diminuer la quantité de xylitol et pour que ça soit plus tolérable. Mais la température dégrade le xylitol, oui. Oui, donc justement, tu parles d'intolérance. Je vois que Mireille nous met intolérance au xylitol dans les compléments alimentaires. Je confirme. Donc, probablement quelqu'un qui a quelques intolérances lorsqu'elle prend certains compléments alimentaires qui en contiennent. Donc, ça, effectivement, c'est également à faire attention. Mais du coup, on tombe plus peut-être sur le FODMAP. C'est peut-être l'intolérance au FODMAP. Oui, intolérance au FODMAP. Et à ce moment-là, c'est une intolérance à l'érythriol, au mannitol et tout un tas d'autres sucres du groupe des polyols, à ne pas confondre intolérance digestive avec allergie. C'est absolument complètement autre chose. Intolérance digestive, c'est juste que un composant s'accumule au niveau de l'intestin et produit des symptômes digestifs. C'est tout. Donc, ce n'est pas une allergie. L'allergie, c'est complètement autre chose. C'est une réaction histaminique. Donc, à ne pas confondre les deux. Et
Catherine qui nous dit, ben, en fait, en mettant du xylitol, est-ce qu'on ne risque pas d'entretenir la dépendance au sucre? Oh ben, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. C'est Euh, diminuer. il faut utiliser le xylitol ou n'importe quel autre édulcorant. Il faut l'utiliser dans une optique, dans une logique de rééducation Mhm. métabolique du goût sucré. Il ne faut jamais utiliser du xylitol sur 30 ans ou sur 20 ans. On l'utilise sur quelques semaines, quelques mois, histoire de s'habituer progressivement à diminuer la quantité de sucre parce que avec le sucre, avec le saccharose, le sucre de table, on n'y arrive pas et que Mhm. en général c'est lié à certains aliments vers lesquels on a des dépendances affectives, comportementales, alimentaires. Et donc, le fait de changer l'alimentation et à ce moment-là, si on peut se débarrasser du sucre directement, ben c'est très bien. Il existe des gens qui peuvent faire ça, qui peuvent du jour au lendemain arrêter le sucre sans avoir de problématique. Sinon, il y en a d'autres qui doivent produire un certain effort et d'autres pour qui c'est quasiment impossible. Et à ce moment-là, il faudrait pas uniquement, je dirais, le xylitol. Je ne positionne pas ici le xylitol comme étant une solution miracle pour la dépendance au sucre. Il y a, comme je disais, il y a d'autres protocoles, Oui. mais le xylitol pourrait aider dans ce sens-là et il faut l'utiliser en diminuant progressivement les quantités jusqu'à avoir un sevrage du sucre. Bien entendu, c'est pas, comme je disais, la seule solution. Oui, et ne pas prendre l'effet contraire et de se dire, puisque c'est moins mauvais pour la santé, je peux en mettre plus Oui, dans ma pâtisserie ou dans ma exactement. mousse au chocolat, comme ça, il n'y a pas de cuisson quand on fait une mousse au chocolat, bien qu'une mousse au chocolat devrait être faite sans sucre, si on aime vraiment la mousse au chocolat. Ça, c'était la parenthèse. Xylitol et insuffisance rénale et hépatique. Youssef nous demande si il faut y faire attention. Oui, insuffisance hépatique et rénale, il faudrait pas en consommer ou diminuer en tout cas les quantités, mais ça, c'est pas à vous de gérer ça, Mhm. c'est votre médecin qui gère ça. Et alors, la dernière question pour ce soir, Sandrine qui nous dit, enfin qui nous demande, pardon, le sirop d'agave par rapport au xylitol, est-ce que c'est la même qualité ou c'est à déconseiller? Non, bah, ça pourrait être, comme je disais au début, il y a plusieurs édulcorants faibles. Mhm. Il y a la stevia, le sirop d'agave, sirop de date, des choses comme ça, qui pourraient être utilisés comme des édulcorants. Maintenant, ces sirops, agave, date et tout ça, ça contient aussi des sucres, c'est pas du glucose, mais d'autres sucres, le fructose, etc. Et donc, ça serait moins intéressant Voilà. que le xylitol, tout simplement, que les sucres alcool en général. Mhm. Le plus tolérable, ou le plus toléré, c'est le xylitol. Le xylitol est meilleur que l'agave. D'accord. Eh bien, merci Amine pour toutes ces réponses. Merci à tous et à toutes de nous suivre comme chaque lundi. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas, c'est le moment de sortir, de respirer et de bouger. Allez, à bientôt. Salut Amine. Merci, salut, à bientôt.